C'est une affaire rondement compliquée qui s'est fait ces 24 dernières heures. En effet, le site IGG Torrent, je ne sais pas si vous l'utilisiez. Moi, ça m'était arrivé il y a plusieurs années d'utiliser ça. Donc, c'est un site de torrent. Un torrent, donc c'est un petit fichier qui permet enfin, ça permet de faire du téléchargement illégal, hein, tout simplement. Mais IGG était assez connu puisque bah, c'était presque le numéro un. Il était donc le 35e site web le plus visité en France en 2020. Donc je pense qu'il avait gagné quelques places après 2020. Je pense qu'en 2025, il devait être dans les 30, 25e, quoi. Donc nombre d'inscrits, en mai 2024, il y avait plus de 6 millions de comptes inscrits. Ça a été lancé en 2017 et donc ça est fermé hier. Majoritairement, il faisait référence à du contenu numérique. Et donc on sait que le 21 mai 2017, le nom du domaine iggtorrent.com est réservé pour la première fois. Les administrateurs du site en font d'abord un annuaire BitTorrent public recensant un nombre restreint de torrents. Après la fermeture de T411 le 26 juin 2017, le site est remodelé en profondeur et ouvre officiellement ses portes en tant que tracker public participatif début juillet 2017. Ce qui est marquant, c'est que moi, j'ai été à une époque où il y avait du torrent partout, où le téléchargement légal était la norme. Puis il y a eu le projet Adopi qui a envoyé des lettres, etc. Et ça a commencé à se restreindre. Et puis ils ont commencé à fermer massivement donc T411, mais il y avait des tonnes de sites qui ont commencé à vraiment downfall. Ils ont commencé à faire des noms de domaine, etc. Puis les gens ont pris des sentences pénales, donc il y a des gens qui ont fait de la prison pour avoir eu des sites comme ça. Et puis on a eu Netflix qui est arrivé et le système d'abonnement. Et à partir de là, on est dans une boucle où on a 36 000 abonnements pour regarder du contenu. Et on ne trouve plus rien en streaming illégal. Même en cherchant bien, c'est assez difficile à trouver. À part quelques sites qui sont encore un peu les irréductibles gaulois, c'est vraiment très compliqué. Et du coup, on a un article de Le Monde qui nous dit IGG Torrent, l'un des plus gros sites francophones de téléchargement illégal, piraté, ses serveurs vidés. Un pirate nommé Grolom a revendiqué l'attaque pour contester la mise en place d'un modèle payant sur ce site qui permettait de télécharger des films ou des séries en dehors du marché légal. Les serveurs d'un des plus gros sites francophones de téléchargement illégal, IGG Torrent, a été vidé puis détruit dans la nuit du mardi 3 à mercredi 4 par un pirate qui s'oppose à une fonctionnalité payante récemment introduite. Vers 8h30, j'avoue que j'avais pas vu cette fonctionnalité payante. J'utilise pas assez le site pour avoir remarqué. Bon, cela dit, faire payer du contenu illégal, c'est quand même assez fort. Vers 8h30, le site IGG Torrent, qui compte 6,6 millions d'utilisateurs, selon le pirate Krolom à l'origine de l'attaque, affichait sa mention fermeture définitive. Lancé en 2017, IGG Torrent est un annuaire de torrent, protocole de transfert de fichiers ou de données entre plusieurs internautes d'égal à égal à travers un réseau informatique. Il permet à ses utilisateurs de télécharger plus d'un million de fichiers comme des films ou des séries en dehors du marché légal. Jusqu'en décembre 2025, le site était en grande majorité gratuit. Seul un nombre restreint d'utilisateurs payait ponctuellement pour accroître leur capacité de téléchargement. Ah oui, d'accord, ok, il y avait un nombre voulu de films ou de gigas, je suppose. Mais à cette date a été introduit un changement de modèle économique rapidement conspué par un grand nombre d'utilisateurs. L'introduction d'un abonnement à 14,99 €, hein, ce qui est pas gratuit quand même, hein, c'est plus cher que Netflix, appelé Turbo, sans lequel il devenait plus compliqué de télécharger de nouveaux fichiers. En profitant de votre monopole, vous avez pris les gens en otage, a accusé le pirate Grolum sur un site créé spécialement pour le piratage d'IGG Torrent. Grolum explique avoir détruit 4 serveurs et 7 bases de données. Le catalogue de torrents a toutefois été conservé, puis publié dans son intégralité sur un deuxième site créé pour l'occasion. L'ARCOM avait inscrit en 2023 IGG Torrent sur la liste des services portant atteinte d'une manière grave et répétée aux droits d'auteur. Et donc on a un article qui parle un petit peu. Ah bah oui, maintenant il a été réservé. Ah bah hier il ne l'était pas. Voilà. On a surtout ce site-là qui s'appelle iggleak.top et qui donc fait
un très long propos sur justement qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui a chafouiné le pirate et le pourquoi ça a fermé donc. Alors, en avant-propos, en décembre 2025, IGG Torrent a déployé le Turbo Mode, un système qui limite les comptes gratuits à 5 téléchargements par jour, sauf paiement de 86 euros. Les teams de release qui ont protesté ont été bannis. Team QTZ, Team FW et d'autres. Et la shootbox a été désactivée. Ah oui, donc soit on payait 86 euros, donc je suppose à vie, soit on pouvait faire que 5 téléchargements par jour. Est-ce que ça a été bloqué par giga ou est-ce que c'était vraiment 5 téléchargements? Ça pose question. Toute l'infrastructure de IGG a été compromise. Code source, base de données du tracker, du forum, de la boutique, log serveur, configuration, mot de passe, cookies, projet en développement, échange en privé, données personnelles. Ce qui suit est extrait directement de leur serveur. L'intégralité des données exfiltrées est mise à disposition dans une archive téléchargeable, archive IGG Torrent. Les informations personnelles des membres ont été délibérément cavardées. Si cette base fuite un jour avec les données utilisateurs, ce ne sera pas de mon fait. Ah, donc il a modifié toutes les informations personnelles qu'il avait récupérées pour que justement ça ne fuite pas. Pourquoi ce document? J'aurais pu couper court, balancer la base de données, déclarer IGG mort et disparaître. Je pense que c'était la mauvaise approche pour deux raisons. La première, IGG représente environ 90% des revenus de Destroy Oracle et IGG Flop. Face à un simple dump anonyme sans contexte, il aurait tout fait pour minimiser l'ampleur de la compromission. Un problème technique, un mec qui bluffe, rien de grave. Les questions auraient été censurées, les curieux bannis, et les discours officiels seraient restés. Il ne s'est rien passé. Ce document existe pour que ce scénario ne soit pas possible. La seconde, maintenant que ces données sont publiques, des gens dont c'est le métier vont pouvoir y jeter un œil, collecter des preuves supplémentaires et peut-être engager des poursuites contre la responsable du site, mais aussi contre les hébergeurs ou d'autres tiers identifiés. Certains de ces services vont probablement découvrir IGG à cette occasion, organiser des éléments collectés et les remettre en contexte. C'est leur faciliter le travail. Et puis il y a vous, ceux qui avez été censurés, bannis, méprisés, piégés dans un système conçu pour vous faire payer. Ceux qui, comme moi, ont des valeurs fondamentalement opposées à ce que IGG est devenu. Ce document est aussi le vôtre, servez-vous-en. Il a des couilles hein, quand même ce hacker. Hein. Il a bizarrement un sens moral très particulier et que j'apprécie énormément. L'organisation. La table users du tracker, les tables ISEF user, ISEF IP et XF admin du forum, les plus de 25 000 messages privés du staff et les 1,3 million d'actions de modération permettent de reconstituer 1,3 million d'actions de modération, mais c'est fou, permettent de reconstituer l'organigramme complet de IGG, la chaîne de commandement réelle et de localiser chaque membre. Sur les modérateurs, les millions générés par IGG finissent dans la poche d'Oracle et IGG Flop. Les modérateurs travaillent pour des miettes, voire gratuitement. Pour cette raison, leur IP, email et données personnelles ne seront pas publiés ici. Seule pseudo et localisation approximative. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est un sursis. Les données existent. Avoir été exploité par la hiérarchie n'efface pas les années à cautionner le système. Ouais, c'est vrai et c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont modérateurs ou staff de quelque part uniquement pour pouvoir se faire mousser. C'est pas forcément cautionné, c'est plus. Ah si, c'est du validisme, hein, on va pas se le cacher. Si, c'est une forme de validisme. Oracle donne les directs. Ah ouais, on a un organigramme. On a Oracle tout en haut, fondateur 6 admin 100% VPN, qui a fait 596 actions et ne parle qu'à iFlop. On a iFlop juste en bas, qui s'appelle Vlad, qui a fait 172 000 actions et qui a 8832 messages et qui vient de France. À côté, on a un super admin Wilking et on a 0 action, on a un VPN Oracle et on a rien du tout sur lui. En dessous, on a Bar 666, Liberta 2, Dom 0552, Neftis, Neo, Michou et Raspin. On a des localisations approximatives en France et on a sanctions, contenu upload et support user et 100% VPN. Et encore en dessous, on a Macha64 qui a fait presque 200 000 actions, dis donc. Minibook qui a fait 81 000 actions. Adakok qui a fait 54 000 actions. Kirikou qui a fait 17 000 actions. Et encore en dessous, on a l'Akatsuki Team, Storm, etc., etc. Ça en fait du monde.
En lien direct avec l'oracle, nous avons l'Altoracle qui s'appelle Kono Yaero et qui est support. Et ensuite, nous avons le Telegram Blablaroom. Et on a un bot qui a fait 54 000 updates. Bon, on n'a pas la localisation du bot, c'est une honte. Oracle donne les directives techniques à IGG Flop qui les exécute et gère le staff au quotidien. Oracle ne communique avec personne d'autre. Dans l'ensemble des messages privés du tracker, son seul interlocuteur au sein du staff est IGG Flop. Le compartimentage est intéressant, aucun modérateur n'a jamais échangé un message direct avec Oracle. Les modérateurs, un staff bénévole sous contrôle. Tout le staff est bénévole. Chaque modérateur interrogé le confirme. Dom0552, le deuxième plus actif en volume de conversation, et je ne suis pas payé, totalement bénévole. Et GG Flop refuse de répondre quand on lui pose la question de sa propre rémunération. Les modérateurs gèrent des centaines de milliers d'actions, des milliers de conversations de support, les signalements, les bannent gratuitement, pendant que l'infrastructure de paiement génère des centaines de milliers d'euros par mois. Je me demande combien de chiffre d'affaires ça doit faire. Je pense qu'il doit en parler quelque part. Les règles du staff. À chaque recrutement, IGG Flop envoie les règles par message privé. Ne jamais dévoiler au dehors ce qu'on voit dans le staff. On ne communique jamais sur le staff. Ne pas poser de questions sur l'administration. Ne jamais s'engueuler entre membres. Telegram obligatoire pour la communication staff. Et groupe privé Telegram Blablaroom. La règle 3. Les modérateurs n'ont pas le droit de poser des questions sur Oracle. Et en effet, ça se vérifie dans les données. Communication et faux numéro. Le staff communique exclusivement via Telegram. Pour s'inscrire, un numéro de téléphone est requis et IGG Flop. Je dis IGG Flop parce que c'est beaucoup plus simple au lieu que YGG Flop, c'est encore plus long. Fournit de faux numéros de téléphone via ce qu'il appelle le service web de IGG. Les modérateurs n'ont pas besoin d'utiliser les vrais numéros. Bar 666 a d'ailleurs perdu l'accès à son ancien compte Telegram quand sa SIM prépayée a expiré. Il utilise désormais bar 666. L'email de support donné aux utilisateurs support.igg.protonmail.com. Le recrutement. Le processus est systématique. Un modérateur, souvent Macha64, repère un candidat actif sur le forum. Il en parle à IGG Flop. IGG Flop envoie les règles par MP. Le candidat rejoint le groupe Telegram. Le turnover est réel. Joker 3 est parti en novembre 2025. Zitoun 69 parti puis revenu. Boutros renvoyé puis repris. Qui fait tourner le site? Les 1,3 million d'actions de modération se répartissent de façon très inégale. 5 personnes assurent l'essentiel du travail. Alors, Bar 666 fait 27% des actions. On a Macha qui fait 15% des actions. On a IGG Flop qui fait 13% des actions. On a Liberta qui fait 12% des actions. On a Minibook qui fait 6% des actions. Ah ouais, Bar 666 et Nicopote, ça dépote. Hein, c'est déclaré suisse. 95% en VPN, ok. Ces 5 comptes staff totalisent 73% de toutes les actions de modération. Le reste du staff, une vingtaine de personnes, se partagent les 27% restants. Matcha 64, rang modérateur, produit plus de travail que tous les supermodes, sauf Bar 666. C'est elle qui repère les candidats modérateurs, forme les uploaders et gère une partie du support. Ah, c'est ouf. Le business. Ah, le business. Derrière ces allures de site de partage, IGG est une machine à cash. Vue d'ensemble, total des commandes 249 703. Commandes payées 148 495, ça fait plus de la moitié. Payeur unique 98 519. Revenu tracker direct à peu près en 2 ans 5,08. C'est des millions, des milliards, attendez. Ça doit être des millions d'euros. Revenu boutique ou commerce, 3,42 millions. Donc là, on est à 8 millions sur... Ah non, là, c'est pas les mêmes timelines, donc c'est compliqué. Bon, on peut diviser ça par deux. Ça en deux parce que, voilà, c'est 5 millions sur 2 ans, donc on va dire 2,5 millions. Et ça, c'est sur un an, donc on va dire ça fait 6 millions. Revenu total estimé entre 5 et 8,5 millions d'euros. Transactions PayPal documentées 89 306, dont 385 litiges. Revenu mensuel moyen 155 000. Revenu de décembre 2025 342 422. Revenu de janvier 2026 non, j'ai dit 341 422 et c'est 490 289 euros.
Ces chiffres ne sont pas une surprise pour ceux qui suivent. Dès 2018, un ancien modérateur d'IGG estimait les revenus entre 3 et 5 millions d'euros par an. 6KB estime aujourd'hui le chiffre à plus de 6 millions annuels, pour des coûts de serveur d'à peine 50 000 euros. Par contre, c'est pas beaucoup, mais mine de rien, 50 000 euros de coûts serveur, c'est ouf. Sur Reddit, les utilisateurs font le calcul eux-mêmes. On parle réellement de plusieurs millions de revenus par an. Ils ne se cacheraient pas à l'autre bout de la planète s'ils n'avaient pas peur pour eux, surtout depuis le procès de T411. Ça leur fait des thunes, oui, ça leur fait aussi une amende de 635 millions d'euros. C'est la mafia organisée, loin de l'esprit du partage. Quand ils tomberont et que tu verras apparaître dans la presse les montants qu'ils ont brassés en millions d'euros, tu regretteras peut-être tes achats. Le X x 3 sur les revenus coïncide avec le turbo mode. Les gens ont parlé d'exit scam, mais le serveur de pré-production raconte autre chose. On y trouve 7 projets en développement actif. Une réécriture complète du site en SvelteKit. Je ne sais pas ce que c'est le SvelteKit. Qu'est-ce que le SvelteKit? SvelteKit Framework for Rapid. Ah, c'est une plateforme de développement, d'accord. Un projet de débroudeur, Claude Torrent. Un forum sur le modèle de Warwazien. Oh, c'est vachement dur à dire. Coco TV, IPTV. Une instance Mastodon. Et des recherches de nouveaux domaines de Ninja, encore le 9 janvier 2026. C'est pas un Exiscam, c'est une opération qui s'installe dans la durée et qui a simplement décidé de presser le citron un peu fort. Donc on a une première image ici. Your Wallet sur Naja, d'accord. Ah oui, ils ont acheté warzafr.com. Ensuite, on a en Telegram Desktop, ok, on a le WarZ logo, etc. Donc, ils voulaient vraiment en faire un site. Rage Torrent, ok. Et Cloud Torrent, service de débridage Torrent, ok. Infrastructure de paiement. Le cœur du système est CarShield, un plugin WooCommerce. Donc, WooCommerce, ça vient de WordPress. Vendu par Ningin Yu Tien pour 800 $ par mois sur Telegram. Il automatise la rotation entre des dizaines de domaines proxy déguisés en boutique e-commerce. Ah, c'est vachement intéressant, et ça devait être super dur à les trouver, c'est sûr. C'est pour ça que c'était quasiment impossible. En fait, ça faisait une rotation de proxy en boutique e-commerce, donc les gens qui voulaient fouiller, bah, ils tombaient que sur des boutiques e-commerce basiques, et puis voilà, t'avais l'air con, ça tombait sur rien, quoi. Le flux clique faire un don égale un token jetable 15 minutes, usage unique, redirection vers un domaine aléatoire, Calsus Shop, Parsus Shop, etc. Qu'est-ce que ça donne comme site? Je serais curieuse. Ah oui, d'accord. Le site est inaccessible. PayPal ou Stripe voient un achat dans une boutique de t-shirts, pas un paiement à IGG. Ok, ah c'est super bien ficelé. Plus de 36 domaines proxy identifiés, 70 en comptant les réserves, dont les 10 plus utilisés, Kelsey Shop, Pokerly Shop, Tech Comté, Dalam Combal, Cozy Print, iTaxi Best, Gramity, Design Your Style, Tech Makes You et JTD Luxury. La rotation est automatique. Un cron WordPress tourne chaque minute. En cas de blocage PayPal, un mécanisme de force rotate bascule instantanément. Le code cachit Stripe enregistre un statut WooCommerce pour masquer les commandes. 8 processeurs de paiement coexistent. Cachit PayPal, Cachit Stripe, Paygate, Pay, No Payment, Maloom, Celix, Snappy. Ouais, je connais que du coup Cardship parce qu'on vient d'en parler, Stripe, PayPal bien sûr. Paygate à la rigueur, mais tous les autres, c'est nouveau. ObliquePay. Les paiements CB transitent par enigmastock.com, un site façade enregistré à Charlton, St. Kitts et Nevis, paradis fiscal. Comme par hasard. Sur le même serveur boutique, 185.132.134.125, on trouve aussi GoPay Network, un site IPTV, hein, c'est la même pipeline. Les fichiers CocoTV reçus par Destroy sur Telegram confirment que l'IPTV est une branche de revenus qu'ils exploitent. Toutes les transactions PayPal 136 IPN sont dirigées vers Secure Host Proton et Payment Proton. Système anti-investigation. La table paiement blacklist 894 entrées bloque les fuseaux horaires non européens. Paiement en crypto uniquement. 11 entrées détectent l'extension Chrome Link Direct Trace, un outil pour tracer les redirections de paiement et blacklist ses outils. Ah ouais, ça existe. Il y avait des extensions. Donc il y a une extension Chrome qui permet de dire aux gens où vont les redirections de paiement et ces gens sont automatiquement blacklistés.
C'est bon, il n'y a que 11 entrées, donc c'est pas énorme, mais il y a quand même. 10 entrées bloquent les comptes admin mode pour éviter des traces financières internes. À noter, la blacklist d'email à l'inscription bloque laposte.fr, laposte.net, AOL, GMX, Yandex et des centaines de domaines jetables, mais autorise ProtonMail, Hotmail, Yahoo et iCloud. L'argent sale. Donc là, c'est les mains dans le cambouis, hein. Rien qu'en 2025, entre 5 et 8,5 millions d'euros ont transité par l'infrastructure de paiement de IGG. L'argent ne reste pas sur PayPal ou Stripe, il est immédiatement dispersé à travers plusieurs couches d'obscurcissement. Bon, ça c'est le principe, c'est ce qu'on fait pour les holdings, c'est le principe même, hein. Donc l'utilisateur fait un token jetable qui va dans le checkout, donc dans le paiement. Il y a une redirection aléatoire sur les domaines qu'on a vus. Si la personne paye en CB, ça va sur Enigma Stock. S'il va sur autre chose, ça fera comme si ça fait un achat de t-shirt et ça sera sur PayPal et Stripe. Ensuite, tout cet argent est converti en crypto-monnaie, en ETH, sur Tornado Cash. Et ensuite, Bridge Cross Chain, je veux bien savoir ce que ça veut dire parce que j'en ai aucune idée. Bridge Cross Chain, je sais pas. Et ça va dans des wallets anonymes, donc ça va dans des portefeuilles qui sont cryptés. Parce que bien sûr, quand vous achetez de la crypto-monnaie, généralement vous avez, enfin votre portefeuille est sécurisé. Le schéma est le suivant. Les paiements des utilisateurs transitent par des dizaines de faux sites e-commerce. Les Shield Card Shield arrivent sur PayPal Stripe sous l'apparence d'achat de t-shirts, puis sont convertis en crypto via Paygate.to et d'autres processeurs. Une fois en crypto, les fonds sont mélangés via Tornado Cash pour couper la trace, puis retirés vers des wallets anonymes. Tornado Cash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un smart contract Ethereum qui fonctionne comme un pot commun. Vous déposez des ETH d'un côté, vous recevez une note secrète, une clé cryptographique, donc c'est ce que je voulais dire mais j'avais pas le terme. Plus tard, vous présentez cette note pour retirer le même montant depuis une autre adresse, sans aucun lien on-chain entre le dépôt et le retrait. Le pot mélange les fonds et tous les déposants. Impossible de tracer qui a retiré quoi. Donc là, on voit déposer, machin, les statistiques également. Des notes de dépôt Tornado Cash ont été trouvées sur le serveur de pré-production. Parmi elles, des notes déjà retirées par Destroy lui-même. 2 notes de 1 ETH et 2 notes de 10 ETH, soit environ 22 ETH, à peu près 42 000 dollars, déjà blanchis via le mixeur. Ces chiffres ne représentent pas le total blanchi, c'est uniquement ce qui a été retrouvé sur la machine de pré-prod de IGG, que Destroy utilise comme son PC perso au passage. Ah, il a dû en trouver des conneries, hein. Vu qu'il a eu accès à ça, il a dû en fouiller des trucs. Les millions qui se transitent par Cardcheat, Paygate et les 8 processeurs de paiement empruntent le même type de circuit. La conversion USDT vers Monero. L'historique Chrome du 16 décembre 2025 révèle 3 transitions en change node en 1 minute, convertissant des USDT, donc stablecoin traçable. Donc l'USDT, c'est une crypto qui se base sur le dollar en fait. En Monero, crypto-monnaie intraçable. Je ne connais pas le Monero par contre. Ah si, le XMR, si je connais un peu plus quand même. Ça représente à peu près 785 dollars convertis en Monero en une seule session. Monero est anonyme contrairement à l'Ethereum ou au Bitcoin. Les transactions Monero sont cryptographiquement opaques. Une fois les fonds en XMR, la trace s'arrête. Le portefeuille de Paygate. Le wallet, vous m'excusez, hein, je ne vais pas vous le lire, hein, totalise 76 transactions entre octobre 2025 et janvier 2026. Donc pas beaucoup de... Ça fait pas beaucoup de mois, ça. Octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, ça fait 4 mois. Dernière transition en voie de 27,58 ETH, 53 000 dollars à peu près. Les fonds transitent ensuite par des bridges cross-chain, un cross-protocol, pour passer d'une blockchain à une autre. 5is et Nevis. La passerelle CB Enigma Stock est enregistrée à Charleston, 5is et Nevis en paradis fiscal. Se présente comme Stock Research for the People. Traite en réalité 54 776 transactions de CB pour IGG. Conditions d'utilisation, pas de remboursement si achat via tiers. Ah oui, d'accord, ok. Comme l'argent, si vous voulez, comme l'argent va forcément vers un tiers puisque c'est chez eux, mais c'est un tiers puisque c'est pas eux. Enfin, c'est pas le nom, c'est pas la même chose. Donc, bah, il n'y a pas de remboursement puisque c'est via un tiers. Le DDoS. DDoS contre la Scal.spay et Sherwood.tv.
IGG ne se contente pas d'exploiter leurs utilisateurs, ils attaquent aussi la concurrence. Lacal et Sherwood sont des trackers torrent francophones présentés comme des alternatives à IGG et IGG les DDoS. Script général trailer URL utilisant l'API du service de DDoS stress 4.ru. Bon là je suppose que c'est des clés API un petit peu partout. L'historique PowerShell confirme 3 exécutions de nodes de General Tracker URL. Stress4.ru est un service de DOS for iRus. Le script génère des URL d'annonce bit command pointant vers la cible. Une technique d'amplification qui multiplie le volume d'attaque. Le fichier de 46 MO d'URL généré et les 3 exécutions dans l'historique PowerShell confirment que ces attaques ont bien eu lieu. Donc ça se met comme ça, ok. Total utilisateur, total d'attaque. Ah, c'est... Je ne connaissais même pas. Je ne savais pas qu'il y avait carrément des générateurs de DDoS. Pour moi, ça se faisait un peu manuellement. L'infrastructure IGG repose sur 4 serveurs principaux répartis entre la production, la pré-production et le paiement, vus d'ensemble reconstitués à partir des configurations extraites. Donc les utilisateurs, ça fait dans le tracker, qui va dans la base de données, on a le staging qui se déploie sur le tracker, qui va dans la réplique, il y a les boutiques, bon toujours, et il y a des backups. Le tracker production, le serveur de production héberge XBT Tracker Custom, dont la code source fait 2,9 Go. C'est énorme, hein. Un code source qui fait 2,9 Go, c'est un monstre. Hein. Ça, je pense que c'est pas forcément intéressant de le dire. Une version étendue ajoute une couche PHP et des codes Node. L'application PHP qui fait tourner le site IGG, 84 fichiers, dont 2 contrôleurs malveillants documentés plus loin dans cet article. Donc ça, le staging, la pré-production. Le serveur 1 fait office de pré-prod. C'est là que le code est testé avant déploiement. On y trouve le code source complet du tracker, les configs Sphinx, Apache, PHP, etc. etc. C'est là aussi qu'on trouve la trace de 8 projets en cours de développement. Ah ça peut être intéressant. L'API IGG. L'API promise aux utilisateurs fin 2025, jamais livré, code source complet. Détail ci-dessous. Ah, si le code source est complet, ça veut dire que peut-être que le test n'a pas fonctionné. IGG V3, réécriture complète du site avec un stack moderne. Cloud Torrent, service de débridage auto-hébergé ci-dessous. The Rock, autre réécriture du site, développement actif jusqu'en janvier 2026. Rage Torrent, nouveau tracker Torrent, maquette trouvée sur le serveur de pré-production. Et ORS FR, nouveau site, domaine acheté via machin. Donc ça, on a vu juste avant. Et pourquoi le site est-il offline aujourd'hui? Je n'ai pas les réponses. À qui est derrière ce contredit qui faisait la promotion de ORS FR en 2025 tout en dénigrant IGG? Et pourquoi le site est-il offline aujourd'hui? Est-ce que c'était un concurrent qui l'avait au début et puis finalement ils ont tout racheté avec du déode? Enfin, avec un peu d'argent, peut-être de l'huile de coude et puis un peu de DDoS. C'est à se poser. Coco TV, fichier SVG reçu via Telegram. Nouveau projet non documenté ailleurs. Probablement un site de streaming IPTV. Et Yeti.io, instance Mastodon propre. Détail ci-dessous. Donc l'API IGG, c'est l'API promise aux utilisateurs fin 2025, mais jamais livrée. Construite avec express.js. Là, je passe un petit peu. Traduction. Seuls les comptes avec un ID supérieur à 1 million, les utilisateurs récents, sont soumis au timer de 30 secondes et à la limite des 5 téléchargements par jour. Les rangs 1, 2 et 3, admin et modérateurs, ne sont jamais restreints. Le système vérifie aussi le premium si vous avez payé, pas de timer. Deux systèmes de hash coexistent, MD5 sans salt et SHA-512 avec salt. Le flag, aucune idée ce que ça veut dire, prouve qu'ils savent que les anciens hash sont compromis, mais n'ont jamais forcé la migration. Tous les comptes créés avant le chargement du système ont leur mot de passe stocké en MD5 pur, cassable en quelques secondes. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils se font un fric dingue, vraiment un fric dingue, et que c'est pas plus sécurisé que ça. Genre, ils se sont vachement bien sécurisés eux, parce qu'on voit qu'ils ont des VPN partout. Par contre, on n'a pas du tout de... On n'a pas l'air d'avoir vraiment un système de sécurité un petit peu travaillé, quoi. IGG V3, le projet le plus ambitieux, une réécriture complète du site sous le nom interne IGG Torrent V4. Ça, je vais passer. Le schéma Prisma révèle l'architecture prévue. Système d'invitation avec expiration, bounty sur les demandes de torrents, workflow de modération, upload anonyme, support NFO, média, info. Les URL de torrents utilisent des UID au lieu des ID séquentiels. Mesure anti-scrapping. Même problème de mot de passe que le site actuel. Le code génère deux formats.
Le fichier de site, compte admin, compte démo et des torrents pré-peuplés, Oppenheimer, etc. Cloud Torrent, un service de débridage auto-hébergé, un service de débridage maison débaptisé Cloud Torrent V2. Contrairement à AllDebrid ou RealDebrid, celui-ci n'utilise aucun API tierce. Tout est auto-hébergé avec QByteTorrent comme moteur de téléchargement. Pas de code de monétisation pour l'instant, le service n'est pas encore commercialisé, secret par défaut. The Rock réécriture Code Ignitor 4. Un autre projet de réécriture, cette fois en Code Ignitor 4. Ce que l'on sait, hein, mais ce que je vois, c'est pourquoi il y a 36 000 réécritures. Deux réécritures en parallèle, Destroy multiplie les prototypes à coup de vibe coding cohérent avec l'historique Chrome du serveur, Claude 1. Ah oui, en fait, il essaye d'avoir 36 000 backups si jamais l'un n'allait pas, quoi. Ok. La boutique, le paiement, le serveur machin, secure.igg boutique, la boutique WooCommerce principale avec 8 plugins de paiement, Rakaxa.net, sans fond proxy PHP pour la rotation de paiement et GoPay pour site IPTV séparé. Deux serveurs IRC qui n'en sont pas, deux IP exposent un port 6667 traditionnellement associé à l'IRC. Sauf que ce n'est pas de l'IRC, c'est du SSH sur un port standard IRC. J'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Le second, même hébergeur, même sous réseau, mais tous les ports sont filtrés. Yeti.io, instance Mastodon privée. IGG opère sa propre instance Mastodon à l'adresse yeti.io, compte officiel, machin, machin. L'instance a été annoncée dans la news 33 du site, mai 2024. Afin de rester informé de nos actualités, suivez-nous sur notre page officielle Yeti Mastodon. Avant ça, IGG utilisait un compte sur mamo.fr. Une instance publique qui ne contrôlait pas. Après la suspension de leur compte Twitter, ils ont décidé d'héberger leurs propres réseaux sociaux. Leur propre réseau social, là où personne ne peut les censurer. Destroy l'administrateur de l'instance apparaît 9 fois dans le Chrome Autofile du serveur de pré-production. L'historique de navigation montre l'accès au dashboard admin, Mastodon, Settings, Apparence, Rule, Annoncement, Webhook et Relay. Censure interne, les logs d'administration révèlent des suspensions massives des dizaines d'utilisateurs critiques envers IGG. L'ironie, après avoir quitté Twitter pour censurer, IGG fait exactement la même chose sur sa propre plateforme. C'est toujours la même chose, hein. On ne veut aucune censure sauf si c'est pour notre gueule. Ça, c'est toujours la même chose. L'historique Google du 15 décembre 2025 montre l'installation de l'instance. Les recherches révèlent aussi la source d'inspiration. L'opérateur s'est inspiré de Trust Social, le serveur social de Donald Trump, lui-même un fork de Mastodon. Les logos ont été commandés à un designer externe et reçus via Telegram. Donc là, il dit, bon, c'est un logo, quoi. Un logo basique. Le code source. Chaque point ci-dessous s'appuie sur du code et des extraits de leur serveur. Bon, on va pas aller plus loin sur le code, déjà parce que j'y connais rien et parce que je pourrais donc pas vous expliquer si vous avez des questions. Je ne peux pas affirmer avec certitude que ce fichier a été utilisé pour du scamming, mais sa présence dans le code de production combinée aux nombreux témoignages de fraude bancaire sur Reddit après des paiements sur IGG pose des questions auxquelles tu devrais répondre Destroy. Et là, c'est un témoignage qui dit: après avoir payé du freelance la semaine dernière par PayPal, aujourd'hui 4000 € de matériel de son ont été commandés chez Thomann et livrés à une boutique inexistante du 93 sous le nom de Kevin. Ce PayPal n'avait pas été utilisé depuis plus d'un an, sauf pour IGG. Ah oui, ça pose question, effectivement. 4000 € en plus, ça ferait un peu chier. Un script chargé sur toutes les pages, renommé pour passer inaperçu. L'historique PowerShell de serveur de pré-production montre. Bon, ça c'est du code. Le script attend 2,5 secondes puis cherche un élément dans la page, une classe injectée par l'extension navigateur IGG Molo. Si l'élément est détecté, un formulaire caché soumet un poste silencieux. IGG Molo est une extension Chrome qui ajoutait un bouton pour contourner la limite de 5 téléchargements par jour de Turbo Mode. Publiée le 24 décembre 2025, elle a été massivement adoptée. Dès le lendemain, les bannes tombent. IGG banni, donc témoignage, IGG bannit les comptes qui utilisent l'extension. Supprimez-la directement. Désolé si vous avez été banni. Compte secondaire banni à cause d'IGG Molo. J'ai perdu mon compte avec des terras de up, mais c'est le jeu. Donc le fichier extension user retrouvé sur le serveur contient les logs de ce mécanisme, user ID, pseudo, IP réel de plus de 13 utilisateurs piégés. Tracking de masse. Un fichier SCV de 259 MO sans en-tête. Si vous avez déjà fait un peu d'inventaire, un fichier SCV, c'est un gros Excel, on va dire, mais c'est un fichier bien particulier. On va dire que c'est un Excel.
Et 259 émo pour un fichier comme ça, c'est fou en fait. C'est généralement un fichier qu'on utilise, enfin c'est normalement un type de fichier qu'on utilise pour de la base de données, mais c'est très très léger, justement parce que généralement la base de données est faite pour avoir de plus en plus d'informations. C'est le principe d'une base de données. Et 259 MO, c'est énorme. 4 173 645 lignes couvrant 12 mois de collecte de septembre 2024 à septembre 2025. Chaque ligne enregistre un événement de navigation. 543 448 utilisateurs distincts sont traqués. Les fuseaux horaires révèlent la localisation géographique. 64,9% sont sous Europe, Paris, et puis Bruxelles, puis Toronto, Zurich, Casablanca. Les langues du navigateur ne sont pas un simple FR, c'est la liste complète. Par exemple, FRFR, ESCO, ES, EN, FR, ENUS, etc. Le même user ID apparaît plusieurs fois par session. À quelques secondes d'intervalle, ce n'est pas un compteur de visite, c'est un journal de navigation qui révèle les habitudes, les horaires de connexion et les rythmes de lecture de chaque utilisateur. Beaucoup de sites font du tracking, me direz-vous, mais un site de torrent, surtout quand on sait que ces données peuvent être recoupées avec les numéros de carte bancaire, les wallets crypto ou les comptes PayPal déjà collectés par la même infrastructure. Ah oui, on peut largement savoir quand il est allé, si par exemple Jean-Michel est allé sur le site à midi 12 et qu'il a commencé à utiliser le site, tout ça à midi 12, et on le voit d'un coup aller sur telle page de Shake-up à midi 14, et on voit qu'il y a eu un paiement à midi 14, bah, on peut largement dire que c'était Jean-Michel, quoi. C'est vrai que ça peut recouper très facilement, surtout maintenant avec l'IA qui peut le faire un peu en automatique. Les réseaux de comptes d'Oracle, l'analyse croisée des IP, 4,5 millions d'entrées, révèle qu'Oracle contrôle plusieurs comptes. Ouais, un ou plusieurs comptes. Konoyaro, administrateur du serveur de pré-production, et Horace, qui est un forum idée créé juste après Oracle 1, même idée résidentielle marocaine, le 14 février 2019. Note, je ne vais pas afficher l'identité civile ici. Les données techniques, IP, email ne mentent pas, mais mettre un visage sur quelqu'un, s'il y a le moindre doute, c'est non. Pour ceux qui veulent creuser, tapez l'IP 41.141 sur des chaînes. Intéressez-vous à l'adresse email d'un certain Amin, puis passez-la sur Honest Industrie. Tirez vos propres conclusions. Cette IP peut être une adresse mobile 4G potentiellement partagée par plusieurs personnes sans lien entre elles. D'où ma prudence. Ah ouais? C'est fou. Attendez, on va faire ça. Regardez. Ah, il faut un compte. C'est dommage. Sinon, j'aurais bien fait. Oui, il faut un compte. Mais je ne connaissais pas non plus. Ozink Industries, je ne connaissais absolument pas. Je vais mettre ça de côté. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, bien sûr. Géolocalisation du staff. La table XFIP du forum enregistre chaque connexion avec l'adresse IP. En croisant avec les plages résidentielles des FAI français et belges, on localise la majorité du staff. Donc on voit France, France, France mais déclaré en Suisse, France mais déclaré en Belgique, France, France, Belgique, inconnu et inconnu mais historique au Maroc. Neftizi se distingue par un obsèque parfait, pas une seule IP résidentielle en 7 ans d'activité, et des connexions exclusivement nocturnes, entre 23h et 3h UTC, ce qui suggère un fuseau horaire nord-américain. Ah oui, probablement un Québécois, oui. Bar 666 et Liberta 2 ont déclaré des pays fictifs, Suisse et Belgique, sur leur profil tracker. Leur IP les trahissent, tous deux sont en France. Chronologie du staff. Le juillet 2017, fondation, 9 membres recrutés le même mois. 2017-2020, expansion lente, un recrutement tous les quelques mois. Et 2025-2026, accélération, 5 nouveaux en 6 mois. Coïncidence avec le lancement du turbo mode et la charge de travail accrue qu'il implique. Le hack. Honnêtement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà l'essentiel. Ce qui suit peut être considéré comme une sorte d'annexe technique. C'est là pour ceux que ça intéresse et pour que n'importe qui puisse comprendre la façon dont on a obtenu les données. C'est pas spécialement un hack complexe, pas d'exploitation avancée via des ODI et compagnie, mais plutôt une simple erreur de configuration de la part de Destroy, qui va provoquer toute une réaction en chaîne et permettre une latérisation sur tous les serveurs d'IGG. Phase 1, la reconnaissance. Le favicon H. Point de départ, le favicon de IGG Torrent. Chaque icône a une empreinte
numérique unique. Si on calcule le hash de celle d'IGG et qu'on cherche dans Shodan, l'IP du serveur de pré-prod apparaît. Résultat, un serveur Windows hébergé sur un VM Hyper-V. On a 13 ports ouverts sur un scan. Les 13 ports ouverts sur un serveur Windows, pas de filtrage visible, le firewall est probablement désactivé. Le directory listing, le port 443 sert le document route Apache avec le directeur listing actif. L'intégralité de la arborescence web est listable publiquement. Pour info, il s'agit du projet de développement de la future API officielle. Phase 3, l'impasse. Le code source, le port, oula, j'ai croisé les yeux là. Le port 80 sert une copie fonctionnelle d'IGG, l'instance de pré-production avec le même code editor, une base de données locale de test, le même formulaire de logging. Là, on a un petit peu de tout, on a un petit peu de tout, on a un petit peu de tout. Et puis, on a l'instance de pré-prod est une copie quasi fidèle du site en production. Et le code editor est relativement bien sécurisé. L'API exposée, IGG API, ne mène nulle part, sans accès au port interne. L'impasse via le web, mais cela permet quand même de mieux se rendre compte de ce qui tourne sur le serveur. D'ailleurs, les tentatives d'exploitation sur le prochain service vont être déterminantes. Et SphinxQL, la porte ouverte. Le scan de port a révélé le service SphinxQL sur le port 9306. Sphinx Search est un moteur de recherche full text qui utilise un protocole compatible MySQL, donc ça c'est la base de données. Sur ce serveur, il est accessible depuis Internet sans aucune authentification. Ah merde. Putain, c'est terrible. Ça on peut avoir aussi bêtement que ça. Pour rappel, on est sur une instance de tracker IGG en local qui fonctionne comme la version en production. Brute force des mots de passe via l'interface web, c'était un échec. Bon, un moteur de recherche accessible sans authentification, c'est déjà un problème. Mais SphinxQL supporte nativement la lecture de fichiers locaux via call snippets, une fonctionnalité prévue pour l'indexation. Quand le service tourne avec des privilèges élevés et qu'il est exposé à Internet sans restriction, ça revient à donner un accès en lecture sur tout le disque à n'importe qui. Bon, là, c'est en gros, le service tourne avec des privilèges suffisants pour lire l'ensemble du file system. Oui, on voit un peu comment il a fait. Bon, il a gratté, et puis il a trouvé ce qu'il faut. À ce stade, on dispose d'un accès administrateur sur la machine de pré-pod et pas mal d'informations ont déjà été collectées. Trop tôt pour tenter une latéralisation, mais on sait que Destroy utilise cette machine littéralement comme son PC de bureau. Pertinent donc de s'intéresser au mot de passe sauvegardé dans son navigateur. Chrome V80, plus de V80, chiffre les identifiants avec ES250, machin. Et pivot latéraux, la carte vers d'autres utilisateurs, FileZilla. Le serveur tracker. Est-ce qu'on a d'autres choses qui sont... Oui, on voit comment il l'a fait. Effacement des traces après l'exploitation et le déploiement des persistances. Nettoyage du serveur pré-prod. Outils supprimés. Chrome Decrypt et tous les fichiers associés supprimés. Libération du catalogue. Afin d'assurer la préservation et la continuité du catalogue du IGG, le tracker a été intégralement cloné pour que tout le monde puisse continuer d'accéder au contenu. L'équipe du projet U2P, YouTuber, a ensuite mis en place un indexeur permettant de parcourir et télécharger les torrents librement, sans compte ni restriction. La migration vers le nouveau site est en cours. Ça sera igg.gratis. Bah écoutez, ça manquait pas d'informations. Et on avait aussi ça. IGG is not dead. Après le spectaculaire piratage de leur infrastructure, les administrateurs d'IGG Torrent, ce célèbre site francophone illégal qui répertoriait des liens de téléchargement de films ou de séries, viennent de dévoiler leur riposte, suggérant un retour sur le site sous une nouvelle forme dans une dizaine de jours. Pour utiliser ce retour, un compte à rebours a ainsi été mis en place sur la page du site. Quelque chose se prépare, est-il précisé. Bien évidemment, je ne peux pas vous montrer le site, parce que, tout simplement parce que YouTube. Retour peu surprenant, une mise en scène d'un retour finalement peu surprenante. Les 9 années d'activité du site avaient par exemple été marquées par des changements réguliers de nom de domaine, par exemple, mais surtout les administrateurs d'IGG Torrent en profitent pour régler leur compte avec Grolum. Il s'agit du mystérieux pirate informatique affirmant être derrière l'intrusion. L'attaque informatique aurait ainsi commencé le 3 mars au soir par la prise de contrôle d'un serveur secondaire de pré-production, expliquent les administrateurs d'IGG Torrent, ce qui a permis une escalade de privilèges suivie de l'extraction et de la suppression de la base de données. Un descriptif conforme aux déclarations de Grolum, le récit diverge ensuite sur la question des responsabilités.
Le point d'entrée a été rendu possible par une négligence au niveau de l'hébergeur qui, lors du provisionnement d'une machine de pré-production, a omis la suppression d'un fichier de configuration sensible, déplorant en effet les administrateurs d'IGTorrent. Une intention de nuire. Bon, il a supprimé absolument tout le catalogue, je pense que effectivement il y a une intention de nuire. Hein, à eux, je veux dire, pas aux utilisateurs, mais par contre à eux, oui. Une intention de nuire. Cette erreur opérationnelle a constitué le vecteur initial de l'attaque, poursuivit-il, mais cette dernière n'était pas une alerte éthique, juge-t-il. C'est une action pensée, préparée et exécutée pour faire disparaître le site de partage de liens. Le tout mené avec l'intention claire de nuire. Grollo avait expliqué avoir agi après suivi des scandales autour du site de partage de liens. Mise en cause sur le terrain de la sécurité de leurs utilisateurs, les administrateurs assurent également n'avoir jamais collecté ni traité de données bancaires sur leur système. Oui, ils ont des systèmes tiers, on a compris, ils ont des systèmes tiers, mais ils ont surtout des systèmes tiers à eux. De même, les faiblesses autour du chiffrement des mots de passe ne concernaient que 3% des comptes utilisateurs. Ouais, mais 3% sur 6 millions de comptes, c'est énorme. Ces derniers étaient des comptes inactifs antérieurs à 2017 et n'ayant jamais fait l'objet d'une reconnaissance. Ben, ça n'a pas de sens, des comptes inactifs antérieurs à 2017, mais ça a ouvert en 2017. Et n'ont jamais fait l'objet d'une reconnexion depuis cette date. Ceux qui sont accusés d'avoir fait d'IGGTorrent un commerce juteux signalent enfin le vol par leurs pirates de plusieurs dizaines de milliers d'euros stockés sur des portefeuilles crypto destinés uniquement au financement des serveurs. Un détail que certains choisiront d'ignorer, tacle-t-il, sans répondre toutefois aux interrogations autour de leurs propres gains financiers. Je trouve que c'est assez facile parce que des portefeuilles crypto il y a eu un vol de plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu peux pas le prouver, en fait. Tu peux pas prouver qu'il y a eu des vols, parce que bah, comme tout est crypté, tu peux pas prouver quoi que ce soit, en fait. C'est impossible de dire oui, il y a ça, il y a ça. Donc, bon, en tout cas, c'était ma vidéo la plus longue, presque 1 heure. J'ai fait 46 minutes. Mais je trouvais que c'était très intéressant. Je suppose que ce sera ma seule vidéo, à part si je trouve un petit truc un peu marrant ou que je considère qu'il y a, il y a une nouvelle qui peut vous intéresser. Mais en tout cas, c'était très intéressant. C'est fou ce que l'on peut découvrir sous des faces cachées comme ça. Je pensais pas qu'il se faisait autant d'argent. Je pensais pas non plus qu'on pouvait autant perdre de... Comment dire? Je pensais pas qu'on pouvait autant gratter une surface et trouver absolument tout ce qu'il faut pour rentrer dans un site. C'est assez impressionnant. Et puis en même temps, ça m'étonne pas que, en fait, quand on a tout de trop bien préparé avec le paradis fiscal, etc., il y a toujours quelque chose qui capote. Il y a toujours un truc. C'est pour ça que généralement on a un responsable de la sécurité parce qu'il y a toujours un truc qui capote, quoi. Et c'est pour ça que la plupart des grosses sociétés bah, se payent le luxe d'avoir des hackers qui sont salariés chez eux ou freelance chez eux. Ça permet de normalement recourir à tout ça. Mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée si je fais pas de nouvelles vidéos et des bisous.